vous avez compris que tout ce dont on a besoin, c'est de changer notre regard sur ce que doit être notre jardin, sur ce que doit être notre verger. Un verger de pommes doit être occupé sur toute sa surface par de la végétation herbacée de légumineuses. Et entre les arbres, il nous faut des lignes d'une grande diversité de plantes à fleurs pour qu'il y ait des fleurs toute l'année et de plantes qui captent l'eau, donc à feuillage persistant, pour être capable de capter l'eau. Et que quand on aura tout ça, eh bien, nos plantes seront en symbiose. La quantité, plus il y aura de bois. Ah oui, c'est aussi important ça, le bois. Quand je taille un arbre, je ne le trogne pas, je ne le coupe pas violemment. J'ôte juste ce qu'il faut pour pas qu'il fasse trop de bois, justement, et qu'il fasse des fruits. Donc lorsque je taille un arbre, je ne vais pas susciter en lui la mortalité de beaucoup de ses racines. Par contre, si je plantais dans mon verger un saule ou un peuplier, et que tous les 10 ans, mon saule ou le peuplier, je le rabats pour en faire une trogne ou un arbre tétard, ça ferait plein de bois que je pourrais laisser sur le sol ou broyer pour qu'il se décompose et commencer à alimenter mes champignons. Mais dans toutes ces racines de cet arbre, il ne va plus pouvoir les nourrir. Donc en fait, il va perdre un grand nombre de ces racines qui vont faire du champignon et constituer justement cette trame de nos futures méga-giga bassines d'eau qu'on aura dans nos vergers. Donc dans nos vergers, il faut aussi des arbres autres que nos arbres fruitiers, des arbres sur lesquels on s'agace un petit peu, que l'on coupe, que l'on trogne, que l'on démonte, que l'on taille. Et pareil pour tous les arbres de sous-bois qu'on va mettre dessous, tous ces arbres à fleurs que l'on va aussi couper, trogner, de façon à ce qu'on ait le plus possible de bois qui se décompose dans le sol, sans être obligé de l'incorporer nous-mêmes dans le sol. Voilà. Ça, c'est 10 à 15 ans de travail. C'est tout. En 10 à 15 ans, on peut avoir un verger qui résiste au réchauffement climatique. En 10 à 15 ans, on peut transformer un désert, comme celui de Gobi, en des vergers qui produisent du bois, des vergers, de la biodiversité, plein d'arbres fruitiers et bien sûr plein de légumineuses. Pas pour nous nourrir nous, mais pour nourrir la vie du sol. Mais ça va se faire à partir de micro-organismes qui sont présents au sud. Et comment ces micro-organismes vont venir jusqu'à nous? Comment ces micro-organismes viennent jusqu'à nous? Eh bien justement, par les oiseaux migrateurs. Je vais commencer par des cigognes, parce que les cigognes, vous savez, c'est elles qui apportent les bébés, symbole de la fécondité, justement, la fécondité de la terre. On dit que les hirondelles ne font pas le printemps, parce que c'est vrai, dès qu'elles arrivent, il peut commencer à geler, mais elles le sèment littéralement. Tous ces oiseaux migrateurs sèment le printemps. Après l'hiver, quand toute la vie est endormie et que les premiers oiseaux migrateurs arrivent, c'est lequel le premier migrateur qui arrive ici? Ouais, celui qui compte là, qui compte ses sous. Le pouillot. Le pouillot, quand il arrive en Limousin, il a fait 3000 bornes. Dans son appareil digestif, il arrive en février, le pouillot chez nous. Quand, dans son appareil digestif, il a le dernier ver de terre qu'il a mangé 3000 km plus au sud, qui s'est décomposé, et le premier caca visqueux qu'il va faire sur le terrain va emporter avec lui les fameux spores de champignons mycorhiziens du sud, qui ne sont pas digérés par la digestion des animaux, même pas par l'acide fluorhydrique, vont apporter avec eux un petit peu de toutes ces bactéries qui vont faire évoluer notre milieu, vont apporter avec eux un petit peu de tous ces micro-organismes qui fixent de l'azote d'endroits plus au sud, plus arides, qui savent déjà, qui sont déjà adaptés au réchauffement climatique. Ils vont les amener chez nous. Chaque fois qu'un pouillot viendra chez vous, il faudra faire la fête. Voilà. Parce que c'est eux qui vont transformer le milieu. Ah oui, les oiseaux. Alors les oiseaux, ils se posent sur des arbres. Et plus ces arbres sont grands,
plus ces oiseaux aiment se poser dessus pour dominer un petit peu les lieux. Et plus un arbre est vieux, plus il y a d'oiseaux qui se posent dessus. Donc plus il y a de caca par terre. Un arbre de 700 ans, là, c'est comme ça c'est l'if de vigeois. Là, hein. Non, vous voyez là, on voit qu'un tronc, on dirait que c'est un mur, tellement que il est gigantesque. Chaque fois qu'on a un vieil arbre, celui-ci, il a plus de 1000 ans. Imaginez le nombre d'oiseaux qui s'est posé dessus. Le nombre d'oiseaux migrateurs qui s'est posé dessus. Imaginez que cet if, il a donné 20 à 40% de sa sève tous les ans pour nourrir la vie du sol. Indifféremment, tous les êtres vivants. Et que cet if, chaque fois qu'il est en mauvaise situation, il va plutôt donner 40 voire 50% de sa sève. Vous voyez, nous, quand on va mal, on dévalise le supermarché pour acheter du PQ et le stocker pour nous. L'if, quand il va mal, il fait tout le contraire. Il donne, il donne, il donne, il donne. Il donne parce qu'en fait, il sait que dans la nature, dans la vie, tout est d'abord symbiose, que la loi de la jungle, c'est la symbiose. Il y a bien sûr aussi le lion, hein, dans la nature, il n'y a pas que la licorne, il y a aussi le lion, mais jusqu'à présent, la licorne avait été la plus forte. Le lion a toujours été, donc la concurrence, la prédation, a toujours été moins forte que la symbiose et la coopération. Voilà. Et donc, sur un arbre comme ça, quand on regarde la diversité microbiologique qu'il y a dans le sol, elle est juste fabuleuse. Voilà. Les oiseaux, le castor. Vous savez, à Meillard, on n'est pas très loin des premiers castors. Vous savez où ils sont? Les castors les plus proches d'ici. Donc, dans la Vienne, ils sont arrivés par la Gartempe. De la Gartempe, ils ont traversé la première vallée pour arriver dans le Taurion. Et du Taurion, ils sont en train d'arriver dans les sources en dessous des sources, en dessous de Trégnac, en dessous des sources de la Vézère. Donc, vous voyez, on n'est vraiment plus très loin des castors. Et les castors, ici, il n'y avait pas de castors avant, donc on ne sait pas ce que c'est. Autrefois, il y avait des castors dans toutes les rivières. Quand je dis autrefois, c'était avant le 19e siècle et surtout avant le 14e siècle. Il y a eu jusqu'à 400 millions de castors en France. 400 millions. Il n'y avait pas de rivière sans castors. Aujourd'hui, on ne sait même plus ce qu'est une rivière parce qu'il n'y a plus de castors dedans. Elle fonctionne de façon complètement différente quand il y a des castors que quand il n'y en a pas. Mais ce qu'on a remarqué, c'est que oui, les castors, ils coupent du bois. Et ça fait quoi le bois? Ça nourrit la métamorphose des nouveaux champignons. Les castors, ils attirent à eux, ils font des zones humides, ils attirent à eux plein d'oiseaux migrateurs. Et ça fait quoi les oiseaux migrateurs? Ça apporte tous ces inoculums qui viennent du sud, qui viennent des zones très arides, qui viennent même quelquefois des zones sahéliennes jusqu'à nous. Et on a pu mesurer, observer, dans la Drôme, où les castors sont implantés depuis 15 ans, que les milieux, que des vallées sèches sur des sols calcaires dans la Drôme, il n'y avait quasiment rien qui pousse, sont devenus en 15 ans des zones qui ressemblent à des zones tropicales. Qu'en 2022, la carte de France que j'ai montrée là, avec très très rouge, où c'était le plus sec, et bien dans des vallées de la Drôme, les agriculteurs n'avaient plus le droit d'arroser leurs parcelles parce que ça manquait d'eau. En fait, ils n'avaient plus le droit, mais surtout, il n'y avait plus d'eau du tout. Hein. Donc dans la vallée de la Scie, qu'on était étudié, les malices, fin juillet, ils étaient hauts comme ça. Là où il y a des castors, fin juillet, le même agriculteur qui avait des parcelles de chaque côté, avec le même maïs planté à un jour d'intervalle, il était haut comme ça. Et pourtant, il était à 150 mètres du cours d'eau. Pourquoi? Pourquoi, quand il y a des castors à 150 mètres du cours d'eau, et même 50 mètres en altitude au-dessus du cours d'eau, la vallée change de configuration? C'est simplement parce que dans le sol, il y a des nouveaux champignons qui arrivent, que ces champignons colonisent et se développent comme de la moisissure partout où il y a du bois qui se décompose, partout où il y a de la matière organique qui se décompose. Et que ces nouveaux champignons sont arrivés et ont permis d'irriguer l'eau, d'apporter l'eau des barrages des castors jusque dans les cultures.
sur 150 mètres des cours d'eau et 50 mètres de remontée. C'est juste produit, et des vallées sèches, en 15 ans, se sont transformées en des écosystèmes castors, humains, agriculture, tout à fait prodigieux. Ça m'avait même donné, j'ai même fait presque un burn-out, de voir qu'en 15 ans, des castors avaient fait plus de boulot que moi en 15 ans. Voilà. Donc, je vous dis ça parce que les castors sont proches. Soyez attentifs. Aujourd'hui, on voit juste le début du travail qu'ils font. Certains voient les dégâts qu'ils font, parce que bien sûr, ils vont couper des arbres. Mais vous avez compris que si on veut que nos écosystèmes changent, il faut qu'il y ait du bois mort. Et donc, pour l'instant, on est dans une phase où il faut couper des arbres, et où il faut laisser les arbres se décomposer dans le sol sans les sortir. Et qu'aux endroits où il y a des castors, et bien justement, on va, en observant ces lieux-là, on va commencer à mieux comprendre comment la nature vient nous rejoindre, vient nous aider pour transformer nos lieux de vie et avoir des écosystèmes qui fonctionnent finalement encore mieux maintenant qu'ils n'ont jamais fonctionné en fait. Voilà que les castors sont des promoteurs de tous les écosystèmes qu'on a chez nous, écosystèmes humains bien évidemment aussi. J'ai pris quelques exemples avec les grues. Vous voyez d'où viennent les grues? Elles passent juste au-dessus de chez nous. Elles arrivent de contrées, donc elles se reposent souvent très longtemps dans les zones du Portugal et de l'Espagne, où il y a une plus grande aridité que chez nous. Et chaque fois qu'une grue se pose quelque part en Limousin, c'est un petit peu de la biodiversité de l'Espagne qui arrive, et du Portugal qui arrive chez nous. Les pigeons, hein, pareil, les palombes, qui viennent aussi du même secteur, qui ont 3 grands courants migratoires. Voilà. Aujourd'hui, oui, ils passent tous par là et sont abondamment chassés. Il y a un siècle, il y avait 10 fois plus de pigeons ramiers, de palombes qu'aujourd'hui. Voilà. Donc le mécanisme, il se fait 10 fois plus lentement qu'il y a un siècle. Donc soyez aussi très très vigilants là-dessus, sur la protection que vous pouvez apporter en ayant des lieux chez vous d'accueillir les oiseaux, que vos lieux soient le plus sexy possible pour les oiseaux. Et donc il y en a plein d'entre vous qui connaissez le Puyo Veloz, donc je suis rassuré sur le fait que vous êtes déjà bien au courant de tout ce qu'il faut faire pour bien accueillir chez soi des oiseaux. Hein. Donc rapprochez-vous de la LPO, rapprochez-vous des gens qui ont les oiseaux dans le cœur. C'est les oiseaux qui vont construire nos écosystèmes de demain. Le dernier oiseau que je voulais vous présenter, c'est un de mes gros chouchous. Voilà, le rossignol. 28 grammes, 7000 bornes. 2 fois par an. Les rossignols qui viennent chez nous, ils viennent de la zone sahélienne. Vous vous rappelez, sur la carte des fixateurs d'azote, c'est l'endroit où il y a la plus grande biodiversité de bactéries fixatrices d'azote. Un rossignol, il aime quoi? Il aime des vergers qui sentent bon, dans lesquels il y a plein de fleurs. Parce que le rossignol, s'il vient chez nous, c'est pour faire la cour à sa belle. Ce sont les mâles qui viennent sur les plus hauts arbres de nos vergers pour chanter, pour faire leur petite tri, pour gringoter, quériter ou trier. Ils viennent chez nous pour faire la cour et ils se cherchent des jardins fleuris, avec plein de fruits, avec plein de papillons. Si votre verger ressemble à ça, il viendra chez vous, mais imaginez-vous que les rossignols qui partent d'ici, ils traversent le Sahara en allant d'oasis en oasis dans des jardins où il y a plein d'arbres fruitiers, où il y a plein de vignes, où il y a plein de légumes. Et beaucoup de légumes, de vignes et d'arbres fruitiers qu'il y a chez eux sont à peu près les mêmes que chez nous. Et donc dans lesquels il y a déjà un biotope adapté au Sahara. Et que d'oasis en oasis, ce petit rossignol, en 6, 7, 8 étapes, va arriver en Limousin. Il paraît que quelques troubadours qui vivaient par chez nous au Moyen-Âge chantaient déjà, comme les rossignols, des chants d'amour et de beauté. Voilà.
plus votre lieu sera beau pour le rossignol, et bien, plus il viendra chez vous, plus il élèvera des petits qui à leur tour feront des grands voyages et retourneront jusque dans le sud, et quand ils sont plus grands, ils reviendront, et chacun réapportant avec lui un petit peu de ce qu'il aura mangé dans chacun des écosystèmes qu'il aura traversés. Qui mieux que le rossignol va faire venir chez nous les micro-organismes spécifiques des vergers, spécifiques des lieux que nous affectionnons particulièrement. Voilà, et je ne peux que vous encourager à les suivre, à les écouter, à les admirer. Vous voyez, tous ces oiseaux qui font ces grandes migrations sur toute la Terre m'ont appris quelque chose. C'est que si par moments nous avons l'impression d'être dans une terrible galère, nous n'y sommes pas tout seuls. Nous y sommes avec plein d'autres êtres vivants. Il y a un castor, mais il y a une femme aussi, juste derrière. Nous sommes tous sur la même barque, sur le même chemin. Nous apprenons à marcher côte à côte, à nous observer mutuellement. Et à force de mieux nous observer, peut-être qu'on arrivera à mieux nous apprécier et peut-être à mieux nous aimer. Nous, c'est nous, mais c'est aussi nous avec toute la nature. C'est là, je crois, le message, le témoignage de ce que j'avais à dire ce soir. Que la vie est belle. Et que demain, si nous suivons ces chemins que la vie nous indique, j'ai comme une foi, une croyance, je ne sais pas comment dire, mais peut-être une intuition, que le monde de demain pourrait devenir bien plus beau que celui d'aujourd'hui. En tout cas, c'est ce que m'ont appris les castors dans les vallées sèches de la Drôme. Ils m'ont... Souvent, j'ai cru, j'ai failli abandonner, vous savez, parce que le monde est dur, parce que les catastrophes que nous vivons sont difficiles. Souvent, certains d'entre nous peuvent être pris de tristesse, de désespoir, de désarroi. Certains d'entre nous abandonnent même. Mais la nature, elle n'abandonne jamais. La vie est belle. Je ne sais pas quelle heure il est, je ne sais pas si j'ai beaucoup parlé, trop, pas assez. 7h moins le quart. Donc on a le temps pour des questions. Ouais. Alors, les questions qui plombent, hein, pas tout de suite. Mais enfin, même si enfin, sentez-vous libre de poser les questions que vous voulez. Merci. Moi, je voulais vous poser une question par rapport, vous n'avez pas parlé des animaux domestiques dans nos vergers. Et qu'est-ce que vous en pensez, notamment par rapport à la fertilité? Oh oui, effectivement, quelle question importante. Tous les animaux sont importants. Et le travail que fait un ver de terre en digérant les molécules azotées contenues dans une luzerne, un mouton, une chèvre, une vache vont également le faire. Hein. Donc, si j'ai des animaux domestiques dans mon verger, comme un producteur bovin qui a une vache à l'hectare, eh ben, ça fait déjà 500-600 kilos de bestioles à l'hectare. Donc j'aurai à côté à ne nourrir que 2000 kilos de vers de terre et pas 2,5 tonnes. Quoi. Voilà. Mais bien évidemment, tous les animaux dans leur plus grande diversité, tout ça, ce sont des choses importantes. Et donc, en fait, on va tous devenir des éleveurs.
on ne peut pas le faire sans le monde animal. Mais ce qu'il faut ressentir, c'est que la proportion entre le monde animal domestique et le monde animal sauvage, c'est un rapport qui va de 1 à 5. Il faudrait 5 fois plus de vie sauvage dans nos vergers que de vie domestique. Alors bien sûr, ça ne veut pas dire qu'il faut remplacer l'une par l'autre, il faut qu'il y ait les deux ensemble. Ensemble. Mais c'est quand même 5 fois plus. Les animaux sauvages actuellement sur Terre, quand on note, enfin qu'on prend que les vertébrés terrestres, donc les humains plus les animaux qu'on consomme, ça représente près de 80-85% de la biomasse animale des vertébrés terrestres. Et en fait, là, il faudrait arriver à avoir un rapport presque inversé. La méconnaissance, et même quelquefois, dans notre civilisation, la haine qu'on a vis-à-vis de la faune sauvage, enfin, haine, c'est peut-être un mot trop fort, mais du mésamour en tout cas, ou de la méconnaissance de tout ce que cette faune sauvage peut apporter chez nous, est tellement forte, et puis c'était tellement facile de l'éradiquer qu'on a tout stérilisé et qu'on a tout éradiqué, mais aujourd'hui on se rend vraiment compte qu'on est allé trop loin dans notre accaparement de la planète. Voilà. Donc cette part du sauvage est fortement vécue par une frange de plus en plus importante. Il y a un vrai questionnement qui se fait autour de la part du sauvage dans notre civilisation. Voilà. Moi je pense que le sauvage est la condition sine qua non de survie, de la survie de notre propre civilisation. Et que sans les castors, on n'y arrivera pas. Voilà, mais bien sûr, la vie domestique est importante, et c'est là où on a besoin de tout notre savoir, nos connaissances et puis notre intelligence pour arriver à inventer des systèmes qui n'ont jamais existé jusqu'à présent, de vivre en phase avec la nature, mais tout en produisant suffisamment pour arriver à nous nourrir, à vivre. Mais ce n'est pas incompatible. J'ai montré les Chinois qui font des choses comme ça. J'ai plein d'exemples d'endroits où, avec la faune sauvage, sous des latitudes, alors soit américaines, soit un peu équivalentes en Australie, où il y a des gens qui arrivent à la ferme France, elle nourrit 130 personnes par kilomètre carré. 130 personnes par kilomètre carré. Dans des systèmes un peu multi-étagés, avec plein de productions différentes sur les mêmes parcelles, il y a des gens qui arrivent à faire 250, 300, 350 personnes par kilomètre carré. Donc, on peut augmenter par 2, 3 la productivité. Par contre, alors la productivité, ça va plus être de la monoculture. Et on l'a vu, il faut qu'il y ait une grande diversité. Pour les arbres, il faudra avoir 30 essences d'arbres à minimum sur les mêmes secteurs, sur la même parcelle, pour que la complémentarité entre tout ça puisse bien fonctionner. Donc il va falloir, avec intelligence, avec science, avec technicité, arriver à maîtriser de nouveaux types d'agrosystèmes ou d'écosystèmes humains, où tout ça vit. Mais bon, tant qu'on ne se décide pas de le faire avec, j'ai passé tout le début de ma carrière à la Chambre d'agriculture à lutter contre la vie, et puis un beau jour je me suis rendu compte que la vie est belle. Mais le changement de direction, il faut juste apprendre à ne pas faire pareil, mais comme on n'a jamais appris à faire avec la nature, eh bien, en fait, il faut apprendre en fonction de ce que l'on voit. Et pour pas faire trop de bêtises, il faut qu'on apprenne ensemble, en groupe. Et là, je peux que trop féliciter tout ce qui se passe avec les croqueurs de pommes, notamment, en fédérant un grand nombre de personnes qui réfléchissent avec beaucoup de cœur en même temps sur les façons de conserver les variétés anciennes, les variétés typiques, tout ce qui pourra aussi des écosystèmes humains s'adapter au réchauffement climatique, et qui réfléchissent aussi à avoir des sols de plus en plus vivants et qui sont
bien évidemment aussi partie dans cette voie. Donc on voit qu'il y a du monde qui part là-dedans. Il faut, comme les croqueurs de pommes, il ne faut pas le faire seul, il faut le faire ensemble. Il faut montrer tout ce qui marche pas, sans complexe. Hein, parce que le monde de demain, on ne sait pas quoi il va être. Il n'existe pas. On n'a pas une autre planète sur laquelle on va faire un essai. Comment ça va se passer avec plus 2, plus 3, plus 8 degrés, ou je sais trop quoi. Hein. Donc le monde de demain, il n'existe pas dans les laboratoires. Vu qu'il n'est pas encore là. Quoi, hein. Donc le monde de demain, il faut qu'on le co-construise ensemble, avec toute notre intelligence, tout notre cœur. Je pense que ça, c'est le truc important. Et avec toute la nature. Ça répond à votre question? C'est quand même le problème de sol aussi après. Vous n'avez pas parlé de pédologie, mais on a quand même aussi le Massif central. Je parlais que de pédologie là. Oui, mais ils sont différents. Les types de sols sont Oui. différents. Par contre, les principes qui vont permettre d'aller dans ces sens-là, ce sont les mêmes. Ce sont les mêmes. Oui, ils sont plus faciles à mettre en place dans la Drôme, dans la Dordogne. Non, le Drôme et Dordogne, c'est beaucoup plus compliqué. Parce que c'est beaucoup plus sec et beaucoup plus aride sur des sols karstiques qui retiennent beaucoup moins l'eau qu'ici. Oui. C'est des sols quand même qui sont plus riches. C'est des sols qui sont beaucoup plus pauvres. Moyenne, Chartrier-Ferrières de la commune où j'habite, sur le Cos corrézien, 17 quintaux pour les céréales. Oui, vous êtes sur le Cos. Ben oui, mais la Drôme, je vous parle de terrain du Cos. Oui, mais il y a d'autres zones. Il y a la zone en Dordogne, vous avez des zones argilo-calcaires. Ah oui, il y a des gens qui sont mieux que d'autres. Mais nous, on n'est pas dans les zones les plus mal. Oui, les Chinois qui sont partis sur des déserts, ils avaient plus de soucis que nous. Hein. Et pourtant, aujourd'hui, ils sont en train de passer loin devant nous. Mais vous savez, si on avance dans ces questions-là, c'est parce qu'on y met de l'intelligence. La Chine a plein de défauts, mais elle forme chaque année plus d'agroécologues que tout le reste de la planète réunie. Voilà. Et ça fait des années qu'ils bossent là-dessus, et ils ont des résultats. Et nous, pareil, oui, mais. Les oui, mais, c'est ce qui nous tue. On est en train de crever, oui, mais on fait des cons sur le Titanic qui s'effondre. Hein? Il y a des portes qui sont ouvertes, il y a des choses à explorer, et le oui, mais, il faut qu'il se transforme en... Eh bien, il faut quand même que je me remue et que j'essaie de faire quelque chose avec. Et ce sera difficile, ce sera compliqué. Si j'y vais tout seul, c'est sûr que je me plante, et il faut s'y mettre en groupe et y aller ensemble. Et aujourd'hui, en France, moi j'appartiens à un groupe avec Vers de Terre Production, on fait beaucoup de vidéos pour expliquer toutes ces choses-là. Voilà, Vers de Terre Production, c'est en termes d'adhérents, on va dire, c'est de l'ordre de 45 à 50 000 agriculteurs. Hein, ça fait du monde qui bosse sur ces questions-là et qui ont changé. Et quand on fait des réunions techniques culturelles simplifiées ou semi-directes, par exemple, on en a organisé une en Dordogne l'an dernier. Hein. Il y a des gens, des laitiers, des producteurs laitiers, donc qui ont trait leurs vaches à 3 h du matin, qui ont pris leur voiture pour traverser toute la France et arriver à 10 h, et qui sont repartis à 17 h pour traire leurs vaches le soir. De toute la France. Vous voyez, des producteurs laitiers qui ont nez dans le guidon et qui ne savent pas comment faire. Ils viennent quand même se former, parce qu'ensemble, on apprend. Donc, voilà. On a... Ce qui va se passer à Meillard, ça n'aura rien à voir avec ce qu'il y a dans la Drôme, ça n'aura rien à voir avec ce qu'il y a à Chartrier-Ferrières ou en Dordogne. Par contre, il faut que les agriculteurs, mais pas que les agriculteurs, tous les gens qui possèdent des terrains sur Meillard, réfléchissent à ce qu'ils vont faire ensemble. Hein, et donc, ensemble. Avec du cœur. Et ces questions, oui, oui, elles sont légitimes, et c'est normal que vous posiez. Hein, c'est peut-être plus facile ailleurs, mais si vous ne le faites pas chez vous, ça ne se fera pas. Et toutes ces questions de vie du sol, de champignons mycorhiziens, de champignons qui décomposent le bois, de bactéries, de micro-organismes du sol, si ce n'est pas de la pédologie, ça, si ce n'est pas de l'agronomie, mais qu'est-ce que c'est? Changer le NPK par des êtres vivants parce que la nature est capable de faire, mais qu'est-ce que c'est si ce n'est pas de l'agronomie? Je suis pédologue de formation, j'ai passé des années à interpréter des analyses de sol
à la Chambre d'agriculture a calculé les reliquats azotés de la sortie hiver pour savoir ce qu'on allait mettre comme engrais sur le blé. Voilà. Et aujourd'hui, c'est moi qui vous dis qu'il faut aller plus loin, et qu'il faut des vers de terre, et qu'il faut du bois qui se décompose, et qu'il faut des arbres partout. Mais c'est pas que moi qui le dis. Le rapport du GIEC, on croit ce qu'on veut sur le GIEC et tout ça. Rapport du GIEC, on connaît tous le premier tome du rapport du GIEC, hein, la dernière édition, 6e rapport, 2022, c'est à quelle température on va cuire. Hein. Plus 1, plus 2, plus 1.8, plus 2, 2.3, plus 4. Globalement, c'est vous aimez votre viande comment? Saignante, enfin bleue, saignante, rosée, à point, bien cuite, semelle. Ah, vous choisissez semelle, et ben voilà, semelle, ben, c'est ça qui va se passer. Voilà. Ça, ce rapport-là, ce premier tome du rapport du GIEC, il est traduit dans toutes les langues de la planète. Il est même traduit en indien Wayana, pour lequel il y a peut-être 10 000 locuteurs sur la planète. Ouais, le truc qui fait peur, que tout le monde entend. GIEC, vous faites tout mal, hein, c'est les portes de l'enfer. Le deuxième tome du rapport du GIEC. Celui-ci, pas grand monde ne l'a lu. C'est des tableaux de chiffres, qui sont élaborés par des compagnies d'assurance principalement, qui déterminent le risque. Secteur d'activité par secteur d'activité, région par région, et c'est encore les anciennes régions, donc on a les chiffres pour l'ancienne région Limousin, on sait combien ça va coûter. Ce réchauffement climatique, ils ont pris le scénario 1.8, hein, c'était un scénario qui était crédible au moment où ils ont fait ce rapport-là, 1.8 degrés en plus, on sait combien ça va coûter à la filière bois, à l'élevage, aux différentes filières agricoles, à l'industrie, à l'artisanat, à la construction, secteur d'activité par secteur d'activité, ils ont établi combien ça coûte. Ça, c'est traduit en 10 langues. 10 langues de pays industrialisés, donc tous ceux qui ont des compagnies d'assurance, en fait. Eux, ils savent exactement ce qui va se passer et ils adaptent nos primes d'assurance ou ce qu'on paye en fonction de ce qu'ils ont calculé eux-mêmes. Hein. Donc ça, c'est le rapport du GIEC. Le troisième tome. 28 000 groupes de producteurs, de chercheurs, d'ingénieurs aussi, d'économistes. 28 000 personnes. C'est le plus gros projet open source, libre de droit, qui a jamais eu lieu sur Terre. Ils ont pondu 3000 pages de boîtes à outils, de tout ce qu'il convient de faire pour régler le problème du réchauffement climatique. Ce troisième tome, je vous défie de le trouver. Il est qu'en anglais. C'est la boîte à outils, donc ce que tout le monde devrait connaître. Pourquoi on n'en parle pas? En 2022, quand il est sorti, eh ben, il se trouve que j'ai eu une déchirure musculaire et je suis resté bloqué en été, c'était au mois d'août. Et donc, quelqu'un m'a dit, il faudrait lire ce rapport-là, et je l'ai lu. Page 815, à partir de la page 815, sur le troisième tome. Donc, pour ceux qui veulent, je pourrais vous donner le lien pour le lire. Dedans, ils expliquent. Il faut recréer 5% de la SAU, la surface agricole utile agricole, il faut la convertir en zone humide. 5%. 10% en haies. En haies endomycorrhiziennes d'arbres fruitiers. C'est-à-dire que dedans, bien sûr, il continuera à y avoir des chênes, des châtaigniers, des hêtres, mais les plantes sur lesquelles il faut mettre l'accent, c'est justement toutes ces plantes fruitières dans les haies. Hein. Et donc tous les programmes actuellement, vous allez voir les chasseurs, qu'est-ce qu'ils mettent comme plantes? Ah, c'est endomycorhiza. Qu'est-ce que mettent tout ce qui est éligible, c'est toujours ces plantes-là. Hein. Donc ils les ont lus, le rapport du GIEC. Donc 10% de la SAU en haies. Oui, il y a des arbres partout, oui, mais on n'a pas les bons arbres. Donc c'est valable aussi chez nous. Hein. En haies, en lisières, il faut reconstituer de vraies lisières. Il faut, en intraparcellaire, mettre 40 à 80 arbres par hectare. Sur toute la SAU européenne.
Alors oui, mais alors le oui, mais, bon, je ne peux pas imaginer ce que j'entends quand je suis dans la Somme ou dans la Beauce, quoi. Hein. Le oui, mais là, le commerce, à chaque fois, il est explosé. C'est pour ça que je suis un peu agressif quand on me dit, parce que l'habitude de me prendre tellement de coups sur ces questions-là, mais n'empêche que le chèque, il le dit, 40 à 80 arbres. 80 arbres à l'hectare, c'est pas un verger. Hein. C'est un verger à 5 sur 5, on est à 400 arbres à l'hectare, hein, ou 10 sur 10 si c'est du châtaignier à 100 arbres, 40 à 80. Pour le Limousin, on est plutôt aux alentours de 40 arbres en intraparcellaire. Or, il y a plein de producteurs bovins qui sont tout à fait d'accord pour mettre ça, ça refait un petit peu d'ombre. Maintenant, il y en a de plus en plus qui font des pâturages tournants dynamiques, donc c'est des choses qui sont vécues et bien perçues par beaucoup, hein, donc de planter des arbres. Mais ça me fait penser que j'ai pas parlé des loriots, quoi. Ou non, chez toi, c'est pas le loriot, c'est le guêpier, oui, c'est le guêpier qui est arrivé. Ouais, voilà. Hein, donc encore un oiseau migrateur qui arrive dans le secteur, vous vous rendez compte, c'est trop beau. Voilà, et ça, c'est marqué dans le rapport du GIEC. Et ça, c'est opposable par l'Organisation mondiale du commerce, c'est-à-dire que si la France ne fait pas ça, bon, nous, on n'a plus grand-chose à exporter, vous me direz. Hein. Mais si la France ne fait pas ça, eh bien, on peut se faire aligner. Que les Américains, donc, ils ont beau dire qu'ils ne veulent pas faire d'écologie et tout ça, mais s'ils peuvent nous aligner, parce qu'on a signé à Paris, avec là, qui vous savez en tête, là, qui a signé les accords de Paris, a signé qu'il s'engageait à faire ça, et si on ne le fait pas, mais non, là-haut, là, le Trump, là, il ne fera pas de cadeau, lui. Hein. Voilà. Donc, il faut le faire. Pas pour Trump. Pour nous, pour nos enfants, nos petits-enfants, pour l'avenir. Et même pour nous, parce qu'en 15 ans, quand vous voyez qu'un écosystème est capable de se transformer en 15 ans, dans 15 ans, j'ai beau avoir quelques cheveux blancs et peut-être un petit peu trop de bedaine et de cholestérol, mais j'espère encore être là pour voir ça. Voilà. Oui. Que pensez-vous de la syntropie dans un système de verger, jardin, forêt, comme effet booster de sol? Oh, encore une question avec plein de développements possibles. La syntropie, hein, pour ceux qui n'en ont pas entendu parler, ce sont justement l'idée que... Là, on dit qu'on fait tout en phase. D'abord l'azote, ensuite la strate arborée, et ensuite vraiment la strate de sous-bois, donc le multi-étagé. Hein. Et donc, il y a des gens qui se sont dit, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas tout ensemble? Et ça a mis en place un courant qui se développe abondamment sur la planète, qui s'appelle la syntropie. Hein. Alors, c'est marrant parce qu'en France, la syntropie, c'est sur 3000 m², on fait ça en tout petit. Et, voilà, donc, voilà. En Australie, en Chine ou en Amérique du Sud, la syntropie, c'est sur des trucs de 500 ou 600 hectares. Hein. Donc, bon, on a aussi, nous, un problème culturel avec ces innovations. Les innovations, elles viennent, comme la permaculture, en France, elle est venue donc, dans les zones urbaines, on va dire, permaculture urbaine, on aurait même tendance à dire comme ça, alors que moi j'ai vu des trucs en Argentine, permaculture sur 110 000 hectares. C'est pas du tout de la truc urbain, hein, c'est fait par des agriculteurs, et là même c'est plus que des agriculteurs, c'est des sociétés d'investissement qui ont ces énormes exploitations. Mais voilà, en France, on a toujours un peu de mal vis-à-vis de ça. Et donc moi, je suis vraiment très reconnaissant de tous les pionniers qui font ça à petite échelle. Juste, alors, quelquefois, ils s'en prennent dur sur les voisins, la famille. Voilà, c'est quelquefois dur à vivre. Socialement, c'est quelquefois compliqué. Socialement, ça peut être quelquefois compliqué. Mais vous pouvez savoir comme je suis reconnaissant parce que dans tous ces lieux qui sont pleins de vie et qui sont de plus en plus ouverts aux oiseaux migrateurs, à ce qu'il y ait plus de vie dans notre vie, c'est là que l'avenir se construit. Et donc merci d'aller dans ces voies-là et il faut avoir peur tout le temps de ce que l'on fait. J'allais dire qu'il ne faut pas avoir peur. Non, il faut avoir peur. D'avoir peur, c'est ce qui permet de rester réaliste, les pieds sur terre. Et de ne pas faire de grosses bêtises. Et d'avancer pas par pas. Et d'apprendre à faire avec la nature. Qui c'est qui connaît la nature?
Hein. Oui, mais enfin, et même si je prends, je sais pas, j'ai une bêtise, un castor des Pays-Bas que j'amène ici, il ne connaît pas ici, quoi. Hein. Donc, non, toi, il faut vivre dans un lieu pour le connaître. Voilà, il y a un jeune, là, il y avait son grand-père que j'ai bien connu, et Fernand, il s'appelait. Et Fernand, quand il est arrivé à la retraite, à la fin, et pourtant c'est un agriculteur qui faisait tout en grand, hein, et bien il avait des larmes aux yeux, des larmes de tristesse et des larmes de joie. Les larmes de tristesse, parce qu'il se disait, voilà, je commence à peine à connaître ma terre. Il partait à la retraite. Je commence à peine à connaître ma terre. Et pourtant, il ne descendait pas du tracteur comme on fait maintenant tous les 4 ans, en permanence pour voir comment c'est le sol, s'il est humide, pas humide, s'il y a des vers de terre ou pas de vers de terre. Lui, rien qu'au bruit du tracteur, il savait. Pour dire la symbiose de ce mec avec son paysage. Il était son paysage, et le paysage était lui. Et il était très heureux aussi. Et ces larmes étaient aussi des larmes, parce qu'il y avait le petit jeune qui est là-bas, que j'ai connu en culotte courte et qui, depuis tout gamin, plante des arbres. Quoi. Il dit là, il y a quelque chose de beau qui se vit, et les arbres, c'est ce qui donne la foi et l'espérance du monde de demain. Voilà, et donc, ça, on ne connaît pas notre nature, parce que, vous voyez, un agriculteur, à la fin de sa vie, c'est juste là qu'il peut dire, je commence à connaître ma terre. Et on va tous, en permanence, des apprenants de cette nature. Et c'est pour ça que ce sera long et quelquefois compliqué, parce que quelquefois on aura l'impression que la nature nous dit ça, mais quelquefois c'est plus nos fantasmes qui passeront devant, et on décidera à la place de la nature. Quelquefois ça passe, mais aujourd'hui ça casse. Voilà, et donc faire avec la nature, c'est prendre le temps de vivre avec elle. Et pour ça, les agriculteurs, c'est eux qui sont en première ligne pour construire le monde de demain. Merci.